Salut tout le monde, je m'appelle Zuber et aujourd'hui on va parler des outils de l'accessibilité. Allez, c'est parti, générique. C'est la Zcast, le podcast qui vous embarque dans mes baskets. Venez, écoutez, appréciez. Je vous invite à venir découvrir l'univers de la déficience visuelle. Alors, on y va ? C'est parti. Salut Christophe, salut Alexandre, comment allez-vous aujourd'hui ? Eh ben, ça va super. Ça va Zuber, merci. Et toi aussi, est-ce que ça va ? Je vais très bien. Alors, aujourd'hui on va parler des outils de l'accessibilité. Alors, on va se spécifier un peu par rapport aux outils de la déficience visuelle. Mais quand on parle d'outils, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut parler des outils informatiques, des applications que nous utilisons sur nos smartphones, que ce soit Android ou alors iOS. Alors, d'abord, on va commencer à lister un peu les outils et ensuite, on va en parler par rapport au cas d'usage, des enjeux et pourquoi pas le futur. Alors, dis-moi, Alex, est-ce que tu as retrouvé ta petite liste ? Dis-nous. J'ai une partie en tête, donc Ok. t'inquiète pas. Alors, Je pense très orienté ordinateur, moi, ma liste. d'accord. L'essentiel pour des outils connus pour les personnes en déficience visuelle sur Windows, c'est les lecteurs d'écran. Alors, on a un lecteur d'écran de base sur Windows, mais il n'est pas forcément suffisamment avancé. Surtout, en fait, les lecteurs d'écran qui existent, donc c'est Shark et NVDA, ceux qui sont les plus connus, hein. Ceux-là, en fait, ils vont aussi rajouter des aides au clavier qu'il n'y a pas de base dans Windows. C'est des aides qui vont permettre, par exemple, sur une page web, de passer d'un paragraphe à un autre, de passer d'un titre à un autre. Alors que si on utilise tout simplement la touche Tab, on va passer de lien en lien. Ce n'est pas forcément ce que l'on veut lorsque l'on veut faciliter la navigation sur une page. Je donne l'exemple de page web parce que c'est un peu ma spécialité, mais on a la même chose dans les logiciels finalement. Et les deux logiciels les plus connus, c'est bien sûr NVDA et Shark, sachant que NVDA est un projet open source de NV Access, et Shark, elle, est un outil payant et très très cher. Sur les ordinateurs Apple, alors tu vas me redire le nom, mais on a déjà des outils qui sont intégrés dans l'OS, et ça c'est plutôt un plus, ce qui fait que moi personnellement, dans mon entourage, dans les personnes qui pouvaient avoir des déficiences visuelles, et généralement ces personnes-là préfèrent se tourner vers un Mac parce que c'est quand même directement intégré et c'est plus facile d'accès pour cela. Alors, dis-moi Christophe, sur Mac, qu'est-ce qu'il y a comme logiciel d'accompagnement pour les déficients visuels ? Alors sur Mac, on a le lecteur d'écran qui se nomme VoiceOver, qui est aussi sur les iPhones. En fait, c'est un lecteur d'écran qui est natif au Mac, en fait, à macOS. C'est pas une surcouche qui est rajoutée, c'est vraiment natif. Et en fait, les fonctionnalités sont très 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 grandes. En fait, on peut en avoir pour les malvoyants, donc le contraste, la luminosité, les différents icônes, les agrandir, les diminuer, la taille du curseur, et aussi pour justement les non-voyants, on a énormément de possibilités de raccourcis d'écran. En fait, c'est vraiment à la carte, quoi. Alors, certes, il faut naviguer dans les différentes fonctions du VoiceOver, mais en fait, une fois qu'on commence à
à bien maîtriser le sujet, c'est vraiment très très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut mémoriser tous nos paramètres de tonalité de voix, de voix, de ponctualité, de tonne, enfin de Alors, on a la verbosité, voilà, merci beaucoup Zuber. La tonalité, et en fait, la voix, voilà, tu vois. Et tout ça, on peut l'enregistrer, le mettre sur une clé USB, et lorsqu'on va quelque part, si on a quelqu'un dans la famille qui a un Mac, et ben on peut brancher dessus et utiliser le Mac comme ça. Et c'est vraiment instinctif, c'est très très facile d'utilisation. Et en plus, l'avantage, c'est que quand on utilise un iOS, donc un iPhone, on retrouve les mêmes choses sur Mac et sur iPhone. Et je rajouterai sur iPod. Sur iPad, sur Apple Watch, voilà, tout l'écosystème Apple est sur le même, sur la même interface en fait, voilà. D'accord. Et sur Android, alors je me permets de parler d'Android, même si on n'est pas vraiment les bienvenus, peut-être, je sais pas, faut voir. Mais sur Android, nous avons donc les smartphones Android avec TalkBack, qui est directement intégré sur les produits, que ce soit sur les téléphones et les tablettes, mais aussi avec les ordinateurs, les Chromebooks, nous avons aussi TalkBack. Voilà. Donc, exactement. Voilà. Et qui est aussi natif. Mais tout à fait. Que l'on retrouve dans les options d'accessibilité, dans les paramètres, dans les options d'accessibilité dans les paramètres. Ouais. Alors, dis-moi Christophe, quels sont les cas d'usage ? Qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça et qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Alors moi, personnellement, je vais parler de moi. Voilà, l'avantage c'est que moi, j'ai tout un univers Apple en fait, donc j'ai un smartphone, enfin un iPhone plus un Mac, et en fait, l'avantage c'est que je retrouve tout mon contenu du Mac à l'iPhone et inversement. Et en fait, c'est très facile d'accès. Et les cas d'usage, c'est simple. Je peux utiliser en fait mon téléphone comme par exemple scanner un document. Donc je fais avec soit KNFB Reader ou Microsoft l'application Microsoft Signai, je crois. C'est ça le nom. Signai, c'est pour la lecture ou alors pour transformer en PDF. On peut utiliser Office Lens. Exactement, et donc moi je transfère ça par AirDrop directement sur. C'est une fonctionnalité qui partage les fichiers entre appareils Mac, enfin appareils Apple, et donc j'envoie ça directement sur mon ordi. Je peux traiter le fichier, le faire glisser, déposer, envoyer par mail. Enfin, c'est quand on connaît l'environnement Apple, c'est très 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 simple, et même pour dire, j'ai ma femme qui m'a vu évoluer sur ces différents appareils, qui est voyante, et elle a dit je veux passer aussi sur Apple, quoi. Voilà. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est l'un des avantages de l'expérience unifiée. Quelque chose que j'espère moi voir dans l'open source d'une certaine manière, mais faut arrêter de rêver, hein. Ça fait des années que ça marche pas, ce truc-là. Mais non, oui. C'est juste pour ajouter, c'est pareil, les messages qu'on reçoit, les SMS, on les reçoit sur son téléphone, et par exemple on est sur l'ordinateur, on doit répondre à un SMS, on n'a pas besoin de reprendre son téléphone, on prend directement l'application message qui est sur le Mac, et on renvoie le message, et tout ça, cette partie-là, c'est très très simple, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont pensé justement pour simplifier les choses aux utilisateurs, quoi. Mais moi j'ai une question pour toi, Alexandre. Alors, oui. C'est quoi les enjeux ? Les enjeux, tu veux dire les enjeux de la... Des outils de l'accessibilité. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça sert à quoi ? Là on a parlé d'un cas d'usage par rapport à Christophe, et ses notes, ses documents qu'il veut scanner, les documents qu'il veut lire, ses SMS. Mais les enjeux, quel est l'enjeu de tout ça ? L'enjeu premier, c'est l'autonomie. Ouais. Le fait d'avoir une déficience visuelle, mais pas que, hein, le fait d'avoir un handicap, le premier enjeu, la première volonté, c'est de pouvoir être autonome, de pouvoir faire l'ensemble de ses tâches de manière autonome.
Alors, il y a aussi un enjeu, j'ai presque envie de dire un enjeu plus global et plus commun aux personnes valides, qui est celui de ce que j'appelle l'expérience utilisateur. En fait, c'est une question d'accès à l'information et de travail, finalement. Mais dans le cas d'une personne qui va avoir un handicap, qui va l'empêcher d'utiliser les outils, les entrées et les sorties dites classiques accessibles aux valides, et ben en fait c'est une question d'autonomie et aussi d'égalité d'accès vis-à-vis des personnes valides. Et donc ça c'est la première chose la plus importante. Et il y a aussi justement aussi une question ça rentre aussi dans les enjeux de fracture numérique. Finalement, il y a un aspect qu'on veut éviter une discrimination en tant que citoyen et en tant même que travailleur dans certains cas. Parce qu'il y a un enjeu qui est important. C'est un enjeu donc d'autonomie, comme tu l'as dit, mais d'inclusion. Car si les outils sont adaptés, automatiquement trouver un emploi, ça aide. Par exemple, Christophe, tu as un emploi. Oui, j'ai un emploi, oui. Est-ce que tu utilises ces outils-là ? Oui, tout à fait. Alors, comme la plupart du temps des sociétés, ils sont tous sur Windows. Moi, j'ai demandé un Mac, justement parce que j'utilise le Mac. Avant, j'étais utilisateur de Windows, hein, mais ça fait 6 ans que je suis passé à un Mac. Et en fait, comment ? Ouh là là. Je suis passé du côté obscur de la force. Et non, mais en fait, c'est un enjeu comme disait Alex, d'autonomie et aussi sociale. En fait, voilà. Et en fait, les limites qu'on a dans le système, c'est la non-accessibilité des sites, par exemple. Mais sinon, on n'a pas de limite. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos limites. Et plus on va travailler dessus, plus on va s'informer, plus on va essayer de développer nos connaissances, et moins on aura de limites. Et en fait, on est capable, avec ces outils, de faire la même chose que font les voyants. Alors après, il y a des métiers où la vue est importante et sont un peu plus compliqués, mais pour les tâches, 90% des tâches, on est capable de les faire comme n'importe qui. Et alors là, la question que je vous pose à tous les deux, pour aller plus loin. Ouais. Comment on fait ? Qu'est-ce qui est amélioré ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin ? Est-ce que la technologie de demain peut nous apporter beaucoup plus et apporter de bonnes réponses ? Dites-moi. Alors, moi je pense que le futur, c'est déjà que les sites soient tous accessibles par rapport à notre handicap. Et ensuite, la réplique. tu pourras la dire. Et sinon, il y a aussi le fait de toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Alors, la plupart du temps, sont faites pour les valides, mais en fait, on arrive à nous détourner ces technologies. Par exemple, quand Google, ils ont créé la Google Home, ça a été fait pour les valides, mais en fait, pour nous, c'est une technologie qui est vraiment super. Et en fait, je pense que toutes les nouvelles technologies qui vont sortir seront détournées par des programmateurs, par des codeurs qui feront le nécessaire pour pouvoir nous faire bénéficier de ces avancées-là. Et moi, je suis optimiste parce que je me dis que plus on avance dans le temps, plus on peut faire de choses. Et je pense qu'on vit dans une société, alors peut-être qui avance peut-être vite, mais moi je suis pressé de voir l'avenir. Voilà. À toi, Alex, maintenant. Non, mais c'est marrant que tu commences par parler, effectivement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je compléterai justement ce que tu disais au départ pour répondre à cette question sur le fait que... Mince, j'ai zappé du coup. Sur le fait que... l'accessibilité des sites et des applications. Voilà. Sur le fait que les sites et les applications doivent être accessibles, enfin, le devrait, dès que possible. On a aujourd'hui bien évolué notamment sur le WCAG. Et on a toutes les technos. Moi, ce que j'ai hâte,
c'est que cela soit enseigné dès le départ dans les formations initiales de développement, de programmation informatique, parce que ça c'est quelque chose que je n'avais pas eu, et ça commence à arriver de manière générale plus par Upquest, qui est un référentiel un peu plus global, mais ça permet déjà de parler de cette notion d'expérience utilisateur globale. Et il y a une deuxième chose, moi pour répondre à la question précédente, l'enjeu d'inclusion c'est aussi un enjeu de diversité dans les métiers de l'informatique. C'est quelque chose d'assez important. On manque aujourd'hui, en fait si on a un profil type de développeur et de personnes dans le milieu informatique, c'est des hommes blancs, valides, cis, hétéros, et j'en passe. Enfin voilà, c'est peut-être un petit peu militant ce que je dis, mais il y a cette question-là en fait de personnes qui sont un peu entre eux et qui savent faire tous la même chose, très fort en maths, alors qu'en fait les métiers sont très divers. Les façons d'aborder les problèmes peuvent être divers, et en fait cette capacité à résoudre des problèmes, c'est une capacité qui est de base en nous tous. La capacité de détournement, pareil. Et c'est l'une des clés, ce sera cette diversité dans le milieu. Et ça va inclure des choses dans le travail des formations, c'est-à-dire que ces questions-là doivent être abordées dans les formations initiales. C'est aussi alors c'est marrant parce que du coup on parlait du fait que j'espère que l'open source ait cette expérience, ce point de vue d'expérience globale. Mais ça c'est aussi quelque chose qui a été ça va avec, parce que on en reparle après, parce que l'open source c'est un grand mystère, mais on en reparle après. Mais ouais, pour le futur, ça va avec, c'est-à-dire que c'est encore plus loin dans le profil type de développeur, tu vois. Et donc du coup, la diversité et la formation initiale, c'est ce qui va, à mon avis, c'est la clé pour justement amener plus d'accessibilité, pour que les personnes dès le départ soient finalement sensibilisées à la question, voire même soient formées pour que les sites soient accessibles. Que ça fasse partie des réflexes, quoi. Que pour parler un peu technique, on ne connaisse pas que l'HTML, mais que le WCAG et les langages et les informations liées à l'accessibilité. En fait, il faudrait que tout soit natif, comme par exemple propose Apple dans ses produits avec le VoiceOver, et voilà, il faudrait que ça soit natif dans chaque application, chaque site, et voilà. Ouais, c'est ça. Et y penser dès le départ dans les projets. Oui, c'est ça. Et pas faire en plein milieu en se disant tiens, on a oublié ces gens-là. Exactement. Cool, excellent. Messieurs, nous allons arrêter là l'enregistrement. Nous allons nous dire au revoir. Et je tenais à vous remercier tous les deux, Alex et Christophe. Merci Zuber. D'avoir pris le temps. Juste une chose. On en parlera peut-être la prochaine fois, mais justement, j'ai appris il n'y a pas longtemps l'existence d'un OS, d'un système d'exploitation Linux open source, qui s'appelle DVKubuntu. C'est pas le seul, et c'est les autres qui me manquent. Il y a de l'offre aussi dans Linux. Il y a de l'offre aussi chez Linux, mais je pense que ça devrait faire un épisode à part. Lié à la diversité des Satanas, non, à l'open source, arrête tes conneries. Non. Mais c'est un débat qu'on pourra avoir à l'extérieur, mais c'est le problème, c'est qu'Apple de l'autre côté, c'est cher, tu vois, et tout le monde n'a pas accès. Non, ce n'est pas cher. C'est pas cher pour ce que ça rend comme service. Oui. C'est vrai. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Sinon, va à la VH et va acheter une plage braille. Voilà. Là, tu vas nous l'énerver, le Christophe, là. Vaut mieux dire au revoir. Non, j'ai pas d'argument, là. Vaut mieux dire au revoir, là. Et donc, je tiens à vous dire à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très vite. Merci à tous. Merci, salut. À bientôt. Salut.
j'ai parlé d'un logiciel de lecteur d'écran qui s'appelle JAWS, mais pendant tout l'épisode, je l'ai appelé Shark. Et pour cela, je m'excuse platement de cette erreur qui pourrait induire une erreur du coup pour l'épisode. Et voilà, c'est une erreur que j'ai, enfin une erreur de mémorisation, et du coup c'est vrai que c'est ressorti de cette manière-là. Il n'y a pas de souci. Allez, on passe à la suite. Vous avez aimé l'épisode ? Merci. Je compte sur vous. Partagez-le, cliquez, mettez une étoile, un commentaire. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir à tous. Bye.